Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus, merci à ceux qui nous suivront en ligne. Bienvenue donc à cette sixième et dernière séance du cours public Anthropocène, âge du désastre, petite histoire catastrophe industrielle. Donc on arrive en fait à la fin d'un parcours pas très gai, pas très agréable au final, mais néanmoins très ancré dans l'histoire récente, en particulier celle de deux derniers siècles, et je pense au final très très parlant pour ce qui concerne les thématiques que nous abordons ici à l'école urbaine de Lyon, donc à savoir les mondes urbains anthropocènes. Donc, ce n'est pas vraiment évidemment facile d'arriver à une conclusion après avoir parlé de Tchernobyl, de Bhopal, de Seveso, de toute une série des désastres. Il y a sans doute eu des questions que moi j'avais essayé de mobiliser lors de notre première rencontre. Tout d'abord, la question de l'imaginaire, c'est-à-dire que comme beaucoup de phénomènes humains, comme la plupart des phénomènes humains, même les catastrophes possèdent leur propre imaginaire. C'est une manière de les raconter, une manière de les décrire, une manière d'en analyser les conséquences matérielles, les conséquences physiques, et avec un jeu un peu paradoxal, après, on essaie aussi d'en évaluer les impacts non matériels, les impacts idéaux, justement, à travers l'imaginaire. L'autre grande question qui avait un peu animé ces cours, c'était l'idée, cette sorte de dichotomie entre l'idée de continuité et l'idée de rupture. Disons que nous avons la tendance à considérer des événements catastrophiques comme des espèces de ruptures, au sens d'un événement, de quelque chose qui arrive et qui, d'une certaine manière, brise une continuité, comme s'il y avait un parcours linéaire qui de temps en temps est brutalement interrompu. De l'autre côté, il y a cette idée au contraire de continuité qui a été un peu mise en avant par cette récurrence constante. Alors, bien évidemment, on l'avait déjà peut-être vu à la deuxième séance, quand j'avais fait un petit compte-rendu historique même pas tous, mais d'une série des désastres liés au domaine de l'industrie. Et on avait déjà vu comment, en fait, cette récurrence, cette croissance par gravité des désastres pourrait en fait contredire l'idée que les catastrophes sont une rupture. Parce qu'à partir de la modernité industrielle, effectivement, et j'avais cité à plusieurs reprises à ces sujets Ulrich Beck, sociologue allemand, qui justement parle de la sociologie des risques. On a vu comment, en fait, les progrès industriels, les avancées scientifiques et technologiques ont quand même amplifié ces risques. D'ailleurs, c'est la phrase que je cite à plusieurs reprises. Selon lui, la modernité industrielle a fait correspondre à la production sociale de la richesse la production sociale des risques. Je me suis longuement interrogé sur ces mots. Si on doit continuer à parler des risques, ou si on doit trouver un autre mot qui puisse, d'une certaine manière, exprimer le fait que ces risques, après, se concrétisent. Les risques impliquent quand même une sorte d'événement potentiel, quelque chose qui peut se produire. L'histoire que nous avons parcourue nous montre au contraire des choses qui se sont produites et qui ont eu des conséquences parmi les plus désastreuses. Pensez déjà à Tchernobyl ou à Seveso, à Bhopal, mais voilà, on pourrait faire d'autres références. Donc je pense qu'avant de réfléchir à une véritable conclusion, il est peut-être utile de faire une sorte de petit parcours à l'envers et de retracer les schémas que nous avons fait ensemble depuis janvier. Donc cette petite histoire des catastrophes industrielles. Il y a 15 jours, pendant la 5e séance, j'avais essayé d'aborder peut-être l'un des désastres les plus connus, Tchernobyl. 26 avril 1986, pour toute une série de raisons que je m'étais forcé d'expliquer, un réacteur nucléaire explose, en donnant lieu à une tragédie vraiment, pour reprendre les paroles de Svetlana Alexievitch, à une tragédie
dont les humains ne possèdent pas la capacité de la représenter, quelque chose qui dépasse nos horizons cognitifs, nos horizons interprétatifs. Un événement, voilà, qui nous pose face aussi à un problème de représentation. Comment représenter une tragédie de telle ampleur, qui dépasse complètement non seulement nos imaginaires, mais aussi les limites temporelles de notre espèce. Je parle bien évidemment de la contamination radioactive. Or, comme vraiment Tchernobyl est une sorte de totem philosophique presque. On peut aborder pratiquement n'importe quel argument en passant par cela. Il était vraiment difficile de choisir de thème, choisir un angle d'attaque. Donc, bien évidemment, la première chose qu'on avait dit concerne le fait que l'Anthropocène, c'est-à-dire ces nouvel âge géologique depuis peu de temps, n'est plus une hypothèse, mais c'est devenu un concept de la chronostratigraphie. Au sens où il n'y a plus de doute, le milieu des géologues s'est accordé sur le fait qu'on est bien dans l'Anthropocène et on a dû décider aussi à un moment conventionnel pour faire débuter cet âge. Ce sont des conventions, un peu comme par exemple certains disent que la modernité commence en 1492 avec la découverte des Amériques, d'autres avec la machine à vapeur. Bref, il y a toujours des conventions, ce sont des manières que nos épistémologies historiques utilisent pour structurer les temps. Donc les âges, l'âge classique, l'Antiquité, les Moyen-Âge, même les âges géologiques ont un moment conventionnel, un moment qui permet d'établir un avant et un après, mais ça reste bien évidemment une convention. Eh bien, il y a eu un long débat ces sujets. On s'est dit, ok, on est d'accord, on a la géologie de la Terre montre les traces de l'activité humaine, mais à partir de quel moment nous passons de l'Holocène à l'Anthropocène? Quelle convention allons-nous choisir? Bon, il y avait ceux qui d'une manière un peu extrémiste, avaient pensé carrément à l'agriculture, donc à la sédentarisation. Après, l'autre hypothèse était celle de la révolution industrielle. Donc, et symboliquement, on aurait pu choisir, par exemple, l'invention de la machine à vapeur par Watt. Et au final, non. Au final, on s'est concentré sur la période de la grande accélération, c'est-à-dire environ les derniers 70 ans. Parce que effectivement, même si la plupart des dynamiques qui nous ont conduits à l'Anthropocène ont commencé effectivement au 19e siècle, en revanche, les traces géologiques commencent véritablement à se manifester à partir de 1945-1950. Et comme date précise, on a la première explosion nucléaire à Alamogordo qui a eu lieu le 16 juillet 1945. Donc ça, pour convention, il y a 15 jours, j'avais même donné l'heure précise à la minute sur seconde. Donc là, on n'a pas besoin, il suffit déjà d'avoir une date précise, c'est très bien. En tout cas, l'Anthropocène, par convention, débute au moment où Robert Oppenheimer, qui était le directeur scientifique du projet Manhattan, fait exploser la première bombe dans les déserts du Nouveau-Mexique, et qui prononce la fameuse phrase tirée de la mythologie indienne « Now I am become the death, the destroyer of the worlds ». Ce qui quand même a conféré une sorte de mythologie apocalyptique à ces moments. Et effectivement, il avait raison. L'autre aspect que Tchernobyl peut conduire, une autre thématique qui découle, moi j'avais choisi les rapports avec les expériences du socialisme réel, à partir d'une affirmation de Gorbatchev, qui dans un documentaire avait dit Tchernobyl est la première cause de l'effondrement de l'Union soviétique. Bon, c'est une affirmation peut-être un peu trop déterministe d'une certaine manière, mais ce n'est pas non plus fausse en soi. Donc
j'avais essayé un petit peu de faire un parallélisme entre ce qui s'est passé à Tchernobyl et ce qui s'est passé pendant la période de 41-45 en Union soviétique, en arrivant à la conclusion que oui, bien évidemment, les raisons de l'effondrement de l'Union soviétique sont plusieurs. C'est un débat actuellement en cours, mais effectivement, Tchernobyl a inévitablement joué un rôle matériel au sens que il faut imaginer quand même que il faut imaginer aussi les coûts de ce qu'on appelle la liquidation, c'est-à-dire toutes les opérations pour essayer de nettoyer, pour essayer de construire les sarcophages, un énorme sacrifice qui a eu un impact gigantesque sur les caisses de l'État, mais je dirais aussi et surtout d'un point de vue aussi idéologique et politique. C'était quand même un pays qui était fondé sur une certaine mythologie du progrès. C'est pour cela que j'avais cité le fameux slogan attribué à Lénine, qui était les communismes, c'est tous les pouvoirs aux soviets plus l'électrification du pays. Donc, vous voyez un peu qu'une tragédie de ce genre ébranle non seulement les corps irradiés, mais ébranle aussi un peu les consciences d'une population entière. Et puis, il y avait aussi la question de l'esthétique, et ça, c'est très particulier. Parce que, comme j'avais dit, Tchernobyl, c'est l'une des rarissimes catastrophes dont les effets incluent également la création d'une esthétique propre. C'est pas facile si vous y réfléchissez bien, hein. Il y a un petit peu un discours similaire sur les Titanic. Mais bon, les Titanic, c'est pas une catastrophe industrielle, c'est une catastrophe technologique. Mais, effectivement, réfléchissez un peu, par exemple, au bruit des compteurs Geiger, aux images de la ville de Pripyat, la ville qui a été abandonnée, qui est devenue un peu, si vous voulez, le paradis d'une certain type de photographie, de l'esthétique de l'abandon, l'esthétique de la zone, comme déjà l'avait fait par exemple Tarkovsky avec Stalker, qui bien avant la catastrophe de Tchernobyl avait imaginé c'est une sorte de zone interdite dans laquelle on pouvait y accéder uniquement en se servant des guides, etc. Il y a eu des photos, il y a eu des films, il y a eu même des jeux vidéo, il y a eu des bandes dessinées à propos de Tchernobyl. Il y a eu vraiment un patrimoine d'images, de narration, de représentations, et il y a eu une esthétique. Il y a eu une esthétique qui, à mon avis, est représentée essentiellement par cette idée de la ville fantôme. Là, par exemple, comme image symbole, on pourrait, moi, je fais souvent référence au fameux manège qui n'a jamais marché parce qu'il aurait dû être inauguré le 1er mai 1986, ou encore une autre icône de la catastrophe, c'est les calendriers dans un mur qui marquent toujours la date du 27-28 avril 1986. Et puis, enfin, inévitablement, la question des ruptures et des continuités. Donc, on avait vu comment Tchernobyl, d'une certaine manière, a constitué une rupture dans plusieurs domaines, inévitablement, ne serait-ce que grâce à cet imaginaire, grâce à cette esthétique, mais en même temps, paradoxalement, la rupture manquait et concerne justement l'énergie nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, presque 40 ans après, nous sommes encore dans l'âge du nucléaire. Au contraire, la consommation et l'augmentation montent, et peut-être va encore monter avec ces retours à l'électrique. Particulièrement, la France est l'un des pays les plus dépendants de la planète du nucléaire. Donc non, Tchernobyl, de ce point de vue, n'a pas constitué une rupture. Et en plus, il y a eu un autre événement que moi, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas vraiment encore eu le temps d'approfondir, qui est Fukushima, qui est quand même une autre grande catastrophe du nucléaire et sur laquelle, je pense encore, nous ne disposons pas de toutes les données. C'est relatif. Ça a eu lieu en 2011, donc il y a 11 ans, c'est un temps encore relativement court pour faire un véritable bilan. Il y a un peu plus d'un mois, j'avais fait une séance, j'avais voulu dédier une séance à une autre grande catastrophe industrielle. C'est un peu l'alter ego de Tchernobyl, c'est Bhopal. On est le 2 décembre 1984, vous vous souvenez sans doute, une fuite de gaz, une fuite d'isocyanate de méthyle qui était une composante essentielle dans la fabrication d'un pesticide nommé Sevin, ou Carbaryl, produit par cette multinationale qui était la Union Carbide, installée en Inde à Bhopal. C'était une usine qui était en train d'être décommissionnée, vendue, etc. Tout était à l'abandon, mais il y avait encore du mix stocké. Tous les systèmes de sécurité avaient été
pratiquement désactivée, eh bien l'impossible, bon, l'impossible entre guillemets, s'est produit, une énorme fuite et une catastrophe dont la gravité des conséquences vraiment matérielles, le nombre de morts, les modalités aussi avec lesquelles les victimes sont mortes, voilà, cette importance des conséquences n'a pas en revanche eu son homologue en termes d'imaginaire. Effectivement, si l'on compare à Tchernobyl ou même à d'autres catastrophes, Bhopal demeure encore une catastrophe pas vraiment très connue. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de représentations, il n'y a pas beaucoup de récits. Ouais, il y a des films, il y a quelques documentaires, mais bien évidemment, si moi je prononce le nom de Tchernobyl, plus ou moins tout le monde sait de quoi je parle. Si je prononce le nom Bhopal, il y a des doutes. Et pourtant, ça avait été une nuit absolument, une nuit apocalyptique, comme le disaient Dominique Lapierre et Xavier Moreau, qui ont dédié un extraordinaire bouquin au récit complet de cette catastrophe. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est des milliers, des dizaines de milliers essentiellement de pauvres qui habitent des bidonvilles indiens qui ont été gazés avec l'une des substances les plus mortelles jamais produites par les êtres humains. Et moi, je m'étais un petit peu attardé justement sur les effets physiques parce que c'était un peu les noyaux du problème. Paradoxalement, ceux qui ont eu la chance cette nuit-là sont ceux qui sont morts d'une manière relativement rapide. Les plus malheureux ont continué à avoir des séquelles jusqu'à la mort pendant 2 mois, voire des années, avec une compromission du système respiratoire. Il faut imaginer ces nuits avec ces hôpitaux complètement débordés, où il n'y a même plus place par terre, et un day after fait de cadavres qui entassaient cette ville, des cadavres d'hommes, de femmes, d'enfants, d'animaux, familles entières disparues, et un énorme problème dans la comptabilité du bilan humain. Donc, il y avait bien sûr une lecture aussi coloniale, c'est inévitable, la grande multinationale américaine qui s'installe en Inde, inévitable d'en parler, mais moi j'avais aussi posé une sorte de problème moral en essayant de faire un processus d'immédésimation dans les méchants du cas, qui était Warren Anderson, qui était les présidents à ces moments-là des Union Carbide, pour une simple raison, parce que toutes ces années à travailler les catastrophes m'ont porté à une conclusion, somme toute banale, mais qui vaut quand même la peine d'être répétée. Si l'on veut comprendre les conséquences d'un événement de ce type, d'un désastre, d'une catastrophe, et alors, bien, nous devons nous mettre à la place des victimes. Par contre, en revanche, si l'on veut comprendre les raisons pour lesquelles un événement de ce genre s'est produit, et alors il faut se mettre à la place de ceux qui sont considérés les responsables. Et c'est un exercice moralement beaucoup plus difficile. Et ça vaut pour toutes les catastrophes. Mais bon, encore avant, Seveso, la catastrophe silencieuse par excellence, une catastrophe qui n'a pas d'explosion, qui ne fait presque pas de bruit, juste un petit brouillard qui un samedi matin se répand au nord de Milan, et après un gigantesque cirque médiatique, une gigantesque panique, pour découvrir après que c'était de la dioxine, qui est probablement l'une des substances les plus cancérigènes, mutagènes et tératogènes qui existent, et il y en avait des kilos. Il y en avait des kilos, donc c'est une contamination énorme. Et là, les thèmes, varient encore, parce que à travers Seveso, on a abordé une question essentielle, les rapports entre l'industrie, la production industrielle, et les domaines militaires. Les deux choses vont souvent avec. D'ailleurs, c'est pas moi à découvrir le fait que normalement les guerres constituent des grands moments d'avancement technologique. Prenez par exemple la Seconde Guerre mondiale pour l'atome, la Première Guerre mondiale pour tout un tas d'autres choses. Eh bien, même si en Italie ce discours est passé un petit peu en sourdine, il y a des enquêtes journalistiques de très grand niveau, très sérieuses, qui aujourd'hui n'ont pas de doute sur le fait que l'usine qui à Seveso a provoqué cette fuite était une usine qui avait une sorte de double vie. On y produisait de la dioxine destinée à l'agent orange, destinée à faire de défoliants et des pesticides.
Et là, il y a les témoignages, il y a des morceaux d'enquête, il y a les services secrets, il y a toute une histoire qui est entre guillemets italo-italienne, au sens d'un pays que malheureusement depuis la Seconde Guerre mondiale a toujours eu un rôle un petit peu subalterne par rapport bien évidemment à l'OTAN et aux États-Unis. Donc les journalistes s'inquiétaient comment et pourquoi les premiers jours après la catastrophe de Seveso, quand encore personne ne savait ce qui s'est passé, il y avait déjà du personnel militaire américain qui prélevait des échantillons, etc., pour découvrir ensuite comment, par exemple, la Givaudan-la-Roche, la Suisse qui possédait l'usine, avait des relations avec les domaines militaires, etc., etc. Donc c'est une autre lecture. Mais il y avait aussi la lecture liée aux fameuses directives Seveso. Dans ces cas, une rupture du point de vue des réglementations. Donc comment un événement de ce type peut engendrer, dans ces cas, une amélioration dans nos rapports à la gestion des risques industriels, les fameuses directives Seveso, qui ont été par la suite améliorées à plusieurs reprises. Il y avait aussi la question, par exemple, en Italie, très important, du rôle que la catastrophe de Seveso avait joué dans la loi sur l'avortement. Je répète ça parce que dans ces jours, avec ce qui se passe aux États-Unis, il est bien de rappeler que, par exemple, Seveso a poussé énormément l'opinion publique italienne à accepter la loi sur l'IVG, sur l'interruption volontaire des grossesses. Pourquoi ? Parce que, notamment les gens qui avaient été exposés à la dioxine, notamment les femmes enceintes, il subsistait des gros risques de mutations génétiques qui pouvaient être produits par la dioxine. Donc, il y a eu cette bataille entre, disons, la partie un peu plus progressiste et précautionniste, et de l'autre côté, les milieux catholiques italiens qui, bien évidemment, étaient contraires à appliquer ces mesures d'avortement qui sont nés d'une manière, entre guillemets, temporaire et en urgence, et qui après ont été pérennisés à travers un référendum. Et on arrive à la deuxième séance, qui avait été un peu la séance de la liste, et que, paradoxalement, comme j'avais anticipé, d'une certaine manière, avait déjà fourni une réponse à l'une des questions de base, rupture ou continuité. La deuxième séance, au final, ce n'était qu'une longue liste d'événements catastrophiques, une liste non exhaustive, mais qui m'avait quand même pris au moins, plus ou moins 1 heure, et qui partait des accidents dans les mines charbon, après l'invention de la pétrochimie, Three Mile Island, Windscale pour le nucléaire, Cubata au Brésil pour la pétrochimie, voilà. On voit comment ces dernières 200 ans ont été vraiment caractérisés par cette récurrence constante. Il y a un problème, il y a un accident, il y a des victimes, il y a des conséquences, on résout des problèmes, il y en a un autre qui se crée, comme une sorte de fatigue de Sisyphe qui remonte toujours cette montagne, avec toujours cet objectif que, bien évidemment, peut paraître un peu utopique, c'est la sécurité totale, les risques zéro. C'est des rêves modernistes par excellence. C'est avoir les risques zéro. Aujourd'hui, on sait que, au début, par exemple, on avait pointé les doigts sur la mauvaise gestion soviétique pour Tchernobyl, ce qui n'était pas faux d'ailleurs. Mais après, on a eu Fukushima, avec un recul temporel qui aurait pu nous permettre d'améliorer certaines choses dans un pays en théorie démocratique où tout devrait être transparent. Et au final, non, il y a aussi Fukushima pour dire donc que peut-être ces genres d'événements dépassent les systèmes politiques qui les créent. Et voilà. Donc déjà, à la deuxième séance, j'avais anticipé une éventuelle réponse. On doit peut-être parler des désastres et des catastrophes comme d'une composante essentielle de l'Anthropocène. Et inévitable. Certains parlent de la rançon du progrès, les prix à payer, comme quelqu'un paye le prix de la production industrielle sur place à travers la pollution. Parce qu'après, il y a toujours eu cet aléa à côté des incidents. Il y a des accidents, il y a des catastrophes, il y a des tragédies dont on en parle, qui nous marquent, qui créent des imaginaires. Mais en même temps, pendant ces derniers 200 ans, il y a eu la contamination silencieuse. Il y a eu un rejet constant des substances polluantes qui, on le sait, elles sont en train d'altérer les climats,
mais elles ont altéré déjà nos corps, notre santé. Et ça, dans la situation que nous avons considérée jusqu'à présent normale. Prenez Bhopal. La catastrophe a sans doute créé un cas Bhopal. Une mort atroce, mais même sans la catastrophe, on a vu que les terrains à côté de l'usine et les nappes phréatiques étaient complètement contaminés par de métaux lourds et par d'autres produits chimiques qui avaient déjà intoxiqué la population et qui l'auraient intoxiqué même sans la tragédie. Même sans la tragédie. Avec la différence que la tragédie nous permet aujourd'hui d'en parler. Sans la tragédie, peut-être Bhopal serait comme l'une des dizaines de milliers d'usines chimiques, l'une des centaines de milliers de sites sacrifiés, des populations sacrifiées au nom d'un progrès industriel, au nom d'un bien-être présumé supérieur par rapport à la santé d'une population localisée ici ou là. Et donc, voilà, on arrive au tremblement de Lisbonne. On avait commencé par les tremblements de Lisbonne pendant la semaine à l'école de l'Anthropocène 2022. On avait justement commencé par un événement, une catastrophe en théorie non anthropique, mais justement pour arriver à la fameuse querelle entre Voltaire et Rousseau, dans laquelle au final Rousseau inaugurait l'âge de la responsabilité sociale, en anticipant de quelques décennies, puis la réalisation concrète de la modernité industrielle. Mais ça avait été aussi l'occasion pour réfléchir en termes d'imaginaire, etc., etc. Et donc voilà, on a reparcouru assez vite ces 5 séquences. Et alors, en guise des conclusions, moi je vais faire référence à un travail que notre collègue et ami Jindra Kratochvili, qui est là, qui s'occupe d'enregistrer ces cours publics, que je remercie par ailleurs. Voilà, entre 2018 et 2020, Jindra avait inventé une petite formule qui s'appelle les objets de l'Anthropocène. Il a filmé à plusieurs reprises nous, l'équipe de l'école urbaine de Lyon, les chercheurs, mais aussi et surtout la plupart de nos invités, notamment pendant notre initiative phare qui est à l'école de l'Anthropocène. Et la question était très simple. Il posait une question devant une caméra, une question simple, mais pas si simple que ça. Il s'est dit, quel objet vous permet de penser l'Anthropocène ? Et il y a ces vidéos que vous pouvez d'ailleurs tranquillement retrouver dans notre chaîne YouTube à côté de ces cours. Donc, moi, je les ai tous regardés récemment. Par exemple, je me souviens l'écrivain François Braun. Il avait évoqué les ordinateurs. Bon, il travaillait dans l'informatique, donc pour lui c'était simple. Il avait parlé de l'obsolescence programmée et toutes les avancées techniques que ces dernières années on a fait pour arriver à avoir des objets qu'aujourd'hui nous considérons banals comme l'ordi, les portables, etc. Un exemple. Puis on avait eu par exemple Mira Hird, professeur d'études environnementales au Canada, qui avait apporté une chose géniale, une boîte en carton qui contenait une paille en métal réutilisable. Et alors là, il y avait tous les discours sur la responsabilité individuelle, etc. Puis on avait par exemple Philippe Simet qui, lui, il avait fait recours plutôt au symbolique. Il avait apporté une bombe pour graphère de couleur verte. Donc, il nous a parlé du greenwashing pour souligner, voilà, qu'à son avis, voilà, on est en train de tout changer sans changer rien en même temps. Voilà. Puis, il y avait, par exemple, Mathieu Duperex qui avait parlé d'une rivière. Il n'avait pas apporté la rivière, mais il avait parlé d'un lieu. Donc, après, par exemple, Baptiste Mont-Saint-Jean, qui était un sociologue, il avait porté une sorte de déchet des plastiques qu'il avait récupéré au Vietnam. Malcolm Ferdinand avait parlé d'un tableau de slave ship, bien évidemment, de manière cohérente avec ses recherches, il parlait du problème colonial, etc. Jean Bourgard Coutal, il avait porté une graine de courge, il avait parlé d'agriculture, écoféminisme. Mon collègue Jérémy Cheval avait porté une brique prise à Shanghai. Et puis, voilà, il y avait une pièce en céramique. Il y a quelqu'un qui a porté une hache néolithique. C'est Jean-Pierre Desmoules, bien évidemment. Jean-Paul Desmoules. Il y en a qui ont porté des stéréoscopes, il y en a qui ont porté une canette de bière, il y a d'autres qui ont pensé à un lieu, par exemple, Elena Tchernyshova, photographe, a parlé de la ville de Norilsk, comme moi d'ailleurs, un lieu que pour son histoire, pour son climat, pour sa pollution, représente vraiment l'Anthropocène. Il y en a qui ont porté un plateau repas, il y en a qui a parlé de la décharge des Dardilly, c'est Yann Brunet, qui est l'un des lieux les plus pollués de la région Rhône-Alpes, une ancienne décharge sur Dardilly.
il y en a qui ont porté par exemple, comme Jacques Lévy, les croquettes végétariennes pour chat, ça j'avais trouvé assez intéressant. Et moi, j'avais aussi participé. Et j'avais vraiment réfléchi. Alors, j'avais été vraiment saisi par cette réflexion. Donc, la première chose que je voulais porter, et c'était pas du tout une prophétie sur l'Anthropocène, sur le fait que l'Anthropocène débute avec l'âge atomique. La première chose à laquelle je pensais, c'est une bombe atomique. Je portais une bombe atomique parce que pour moi, ça représentait déjà, même si moi je pense que l'Anthropocène débute à l'âge industriel, mais j'avais déjà quand même saisi l'importance que ça pouvait représenter le fait de jouer avec les atomes, ne serait-ce que parce qu'on a acquis la capacité de nous autodétruire. Mais bon. Pour moi, c'était trop complexe. Et puis, bon, je vous avoue que c'était pas vraiment facile d'apporter un genre atomique, même de l'uranium. C'était pas vraiment évident. Donc, j'avais laissé tomber la bombe atomique. Et alors, comme quelqu'un d'autre l'a fait, j'avais pensé à la voiture. On a parlé aujourd'hui, même dans les cours publics de Michel Husseau, vraiment comment l'automobile est l'une des grandes inventions qui ont bouleversé et qui sont à la base de l'Anthropocène. Mais en même temps, en approfondissant, j'avais découvert à l'époque un fait qui m'avait un petit peu bouleversé, c'est que l'automobile se développe après le pétrole. Donc, dans l'histoire du pétrole que j'ai lu, dans plusieurs textes qui relatent l'histoire du pétrole, je découvre qu'en fait, au début, on disposait d'énormément de pétrole et on ne savait pas quoi en faire. Et l'automobile a été une sorte de réponse à ça. C'est-à-dire, on a créé l'automobile après son carburant pour pouvoir vendre quelque chose. Bon, c'est une simplification, bien évidemment, mais la vérité n'est pas loin de ça. Donc, moi, il me fallait quelque chose de plus banal. Et alors, bon, j'étais chez moi. Malheureusement, j'ai ces mauvais vices de fumer. Et donc, j'étais au balcon, j'ai fumé. Et au bout d'un moment, je regarde la cigarette et j'ai dit, ah bah tiens, peut-être. Parce que je regarde la cigarette et je vois quelque chose de toxique. Quelque chose que l'on fait tout en sachant que c'est toxique. Je vois l'agriculture, je vois les champs de tabac, je vois l'empoisonnement, je vois plein de choses, mais par contre, il y avait encore quelque chose qui cognait avec cette idée de l'objet de l'Anthropocène. C'est qu'au final, on peut tranquillement vivre sans fumer. Au contraire, on vit plus longtemps et on vit mieux. C'est un vice, justement. C'est pas un besoin essentiel. Et au bout d'un moment, voilà, j'avais quand même le compagnon de la cigarette. Et voilà, c'était les briquets. Et je commence à observer les briquets. Et je me dis, pas peut-être. Parce que tout d'abord, à quoi ça sert un briquet ? Ça allume un feu. Et immédiatement, cela m'a renvoyé à la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est l'un des mythes fondateurs de toute la culture occidentale, qui est les mythes de Prométhée, des Prométhéens. Pensez à les millénaires qu'on a mis à avoir des difficultés à allumer un feu, à toutes les techniques qu'on a élaborées, à qu'est-ce que ça représente. Est-ce que vous êtes capable d'allumer un feu sans avoir un outil technologique récent ? Moi j'ai essayé, c'est vraiment très compliqué. On peut le faire, hein, mais il faut apprendre. C'est pas quelque chose que l'on fait en automatique juste parce qu'on l'a vu 2 ou 3 fois dans un film. Alors imaginez-vous Prométhée, vous vous souvenez, hein, Prométhée, celui qui va voler les fées aux dieux pour l'offrir aux hommes. Et alors, à cause de son action, qu'est-ce qui se passe ? C'est que Zeus, pour les punir, l'attache à un rocher du mont Caucase, où pendant les jours, un aigle bouffe son foie, tandis que ce dernier, la nuit, va repousser. Ça, c'est la punition que l'on attribue à Prométhée. Et alors, effectivement, je me demande si vous vous êtes jamais demandé qu'est-ce que c'est la mythologie ? Qu'est-ce que c'est les mythes ? Et alors, pour comprendre ça, on revient en arrière, au tout début de ces cours, à la terre qui tremble à Lisbonne, 1755, au siècle des Lumières, c'est-à-dire quand les processus techniques et scientifiques aboutissent à ce que nous avons appelé la séparation entre l'homme et la nature, ou bien l'émancipation de l'homme de la nature. Aujourd'hui, malheureusement, nous assistons régulièrement à une banalisation de termes, comme par exemple nature, raison, humanité, modernité. Tout est devenu une sorte de bouc émissaire, mais ce sont des termes sur lesquels rarement on se questionne. Il faut les définir, même si c'est difficile.
Alors, revenons donc à ces briquets et au mythe de Prométhée. Pour comprendre qu'est-ce que c'est la mythologie et quel est le rapport entre mythologie, briquet et anthropocène, il faut retourner à un ouvrage qui pour moi demeure encore aujourd'hui extraordinaire. C'est un ouvrage des années 40. C'est la dialectique de la raison, écrite par les Allemands Theodor Adorno et Max Horkheimer. Le livre a été publié en 1944. Comme les dit les titres, il s'agit d'une critique, mais une critique constructive, attention, de la raison illuministe. C'est-à-dire une critique de la raison illuministe, mais qui au final parvient à sauver la raison. Mais de quelle manière? Or, les philosophes cherchent à démontrer une chose, c'est-à-dire que les progrès culturels modernes et contemporains s'est transformé doucement dans son contraire. Autrement dit, et d'une manière assez simplifiée, l'affirmation de la raison qui devait et doit être à la base d'une critique de la réalité visant à produire un processus d'émancipation fondé sur les bonheurs et sur la connaissance, en revanche, s'est transformée en son contraire, à travers une sorte d'instrumentalisation. Or, pendant les millénaires précédents, la mythologie avait exprimé les rapports entre l'humanité et la nature. Les mythes, c'était la première tentative de la part de l'homme pour dominer la nature. C'était ça qu'on cherchait à faire à travers la mythologie. Or, les avancées scientifiques nous conduisent avec un parcours lent, mais au bout d'un moment, nous commençons à comprendre comment ça marche la nature. Quel est son réel fonctionnement. C'est pas Prométhée qui va voler les fées à Dieu, c'est tout simplement l'homme il commence à découvrir qu'est-ce que c'est la combustion et comment on peut la produire. On arrive au siècle des Lumières. Selon les deux philosophes allemands, le siècle des Lumières constitue une pensée en progrès perpétuel. La rationalité de l'homme qui est capable de progresser et de faire progresser la réalité. L'histoire de ces progrès concerne un parcours très long. Du moment où l'humanité échappe de son état d'assujettissement magique de la nature, jusqu'au développement dans l'âge moderne et de la société industrielle. On assiste à un renversement. Les rapports homme-nature deviennent marqués par une domination instrumentale. Et le développement de la science conduit inévitablement à la critique et à la fin du mythe dans la société occidentale. Donc c'est à travers la science et la technologie, en particulier la science, que l'on arrive à dépasser les mythes. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de faire recours à la mythologie pour expliquer ce que nous ne pouvons pas comprendre. Nous les comprenons. Par contre, quel est le problème? Le problème est ce renversement. Le problème est que la fin de cet assujettissement ne nous a pas conduit à une émancipation fondée sur la connaissance. C'est que ça devait être la raison, mais à une domination instrumentale, c'est-à-dire la domination, c'est-à-dire la connaissance de la nature devient une domination, et devient une domination qui a un but. Donc, disent les philosophes, la lutte qui a opposé la pensée rationnelle aux mythes, aux illusions, aux idoles, dialectiquement, s'est transformée en son opposé. La lutte des Lumières a inconsciemment, souligne les deux, restauré, sous une autre forme, cette même manque de rationalité qu'elle voulait contrer. Donc c'est un peu paradoxal. La raison se substitue au mythe, mais en même temps devient elle-même un mythe. Et alors, c'est de là-bas que découle l'une des citations les plus connues de cet ouvrage, qui est « La terre entièrement éclairée resplendit des calamités triomphantes ». Mais ce n'est pas la raison en elle-même qui amène la calamité triomphante. C'est le moment quand la raison devient un instrument. Un instrument, par exemple, celui de la bourgeoisie européenne, qui cherche à faire du profit à travers la domination de la nature. Voilà, le problème, ce n'est pas la connaissance, mais c'est l'usage que l'on fait, son insertion ou bien sa soumission à un projet de domination. Donc, la pensée scientifique, au final, disent Horkheimer et Adorno, n'a pas visé les bonheurs produits par la connaissance, mais elle est devenue une pure méthode, une manière pour réaliser l'exploitation, le travail, les capitales publiques ou privées. L'essence même du savoir conçu et né comme émancipation
est réduit à technique, à un processus efficace, dont le but est celui de préserver la domination de l'économie bourgeoise sur la conscience et, question importante, la domination de l'homme sur la nature. Donc, si la rationalité des Lumières croit nous libérer du lien d'assujettissement que nous avons avec le réel, en vérité, la connaissance scientifique s'est soumise aux structures économiques et sociales de la bourgeoisie, qui se caractérise comme une condition d'aliénation de soi et de la nature. Voilà où se situe le fameux divorce homme-nature que j'avais déjà évoqué pendant la première séance. Donc, qu'est-ce que serait Prométhée sinon une tentative de s'approprier de la nature? C'est ça que ça représente Prométhée. C'est un homme qui va voler à Dieu quelque chose qui, à la base, ne lui appartient pas. Selon le 2, cette union-séparation des mythes et raisons serait l'une des contradictions majeures de la société bourgeoise moderne jusqu'à aujourd'hui, et probablement l'une des fondements intellectuels de ce que c'est l'Anthropocène aujourd'hui. Donc, disent les rapports entre mythe et raison, est donc un rapport dialectique. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, les mythes n'est rien d'autre que la tentative de l'homme de négocier avec les forces de la nature. La raison, en critiquant ces mythes, ne fait rien d'autre qu'accomplir son projet initial. En les dépassant, la raison devient absolue elle-même, et de cette manière se présente à nos yeux comme une mythologie qui ne peut plus ni être critiquée ni dépassée. C'est pas véritablement facile à comprendre tout de suite, mais c'est quand même une lecture, voilà, j'utilise ces mots, qui éclaire les esprits, d'une certaine manière. Et donc, il nous reste un briquet. Ça, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, mais c'est pas, les briquets nous disent beaucoup plus de choses. Parce que ce n'est pas seulement une métaphore, un symbole. Moi, quand j'avais présenté la première fois les briquets en 2020 à Ginra, je l'avais apporté comme une sorte d'objet fétiche, comme une métaphore. Pensez, réfléchissez à ça. Production en série, technique, ingénierie de précision, manipulation de matière, transport, diffusion, flamme. C'est simple, ça marche. Vous savez combien de briquets on vend par jour? On produit par jour? Alors moi, je ne sais pas. Je peux faire référence uniquement à l'une des marques les plus connues, une marque qui a des usines en France, au Brésil, en Espagne, aux États-Unis, mais qui est une marque française. Cette marque vend presque 1,8 milliard de briquets par an. Chaque briquet a la capacité de produire environ 3000 flammes. Moyennement, on vend 5 millions de briquets par jour. On vend environ 5 millions de ces petits objets partout par jour dans le monde. On en produit environ 10, 20, 30, 57 par seconde. 10, 20, 30, il y a déjà 200 briquets qui ont été produits à ce moment. Voilà. Et après les 3000 flammes, bon, ça existe, hein, les briquets rechargeables, il y en a. Mais bon, franchement, on sait bien que malheureusement, ils sont encore, pour la plupart, ils sont jetables, quoi. Ils sont jetables. Et donc, imaginez, moyennement, je parle seulement d'une marque, hein, il n'y a pas que cette marque-là qui fait des briquets dans la planète. Hein. Imaginez-vous environ 2 milliards de briquets par an qui partent comme ça, qui sont abandonnés, très peu, quelques-uns il est recyclé. Donc, effectivement, moi cet objet m'avait vraiment fait penser à l'Anthropocène. Ces parcours de domination et d'exploitation de la nature rendu possible grâce à quoi? Grâce à la perversion
la régression d'un projet qui, à la base, c'était un projet d'émancipation. Moi, je reste encore convaincu que les progrès existent, mais ce n'est pas les progrès industriels. Pour moi, les progrès, ça a un sens précis, c'est l'amélioration de la condition humaine. Ce n'est pas polluer pour nous donner des faux besoins. Les mots sont importants. Il y en a qui critiquent les progrès d'une manière raisonnée, il y en a d'autres qui tirent à zéro sur tout et surtout. Attention, il y a des choses qui ont véritablement amélioré la condition humaine. Les problèmes, c'est que pour la plupart du temps, les progrès s'est transformé en son contraire. C'est une régression. Aujourd'hui, on les voit, l'anthropocène, c'est quoi? L'anthropocène, c'est ça au final. C'est la perversion d'un projet d'émancipation tourné à d'autres buts. Donc, je vous disais, en 2020, vous pouvez retrouver l'interview que j'avais faite avec Gindra, j'avais porté un briquet, et pour moi, c'était une opération symbolique. C'était une opération de métaphore. Grâce à un objet, j'ai pensé l'anthropocène. Comme l'ont fait beaucoup d'autres invités avec les briques. Il y a ceux qui n'ont pas pu ramener l'objet, soit parce que c'était un lieu, soit parce qu'une bombe atomique, on ne la trouve pas facilement, ou une voiture, on ne pouvait pas la trouver. Mais comment représenter un âge géologique? Moi, je travaille à la base, mon parcours de recherche à l'école urbaine de Lyon a été marqué par l'idée de travailler sur les esthétiques de l'anthropocène, donc sur des enjeux de représentation. Comment intégrer, si vous voulez, l'ensemble et la taille et l'ampleur de phénomènes qui nous ont conduits à tout cela? Effectivement, à travers cette posture-là, trouver un objet, trouver une image, quelque chose qui nous pousse à représenter, c'est un peu comme Tchernobyl, un peu la difficulté qu'on avait à Tchernobyl. On cherche à représenter quelque chose pour essayer d'assumer d'avoir un contrôle, de pouvoir avoir encore un rôle, un destin, un projet sur lequel nous pouvons agir, pour éviter d'accepter la réalité que peut-être, je ne suis pas sûr, mais peut-être les choses nous ont un peu échappé des mains. Parce que ici, justement, la question, ce n'est plus la nature, ce ne sont pas les êtres humains, c'est les destins en tant qu'espèce, ce n'est pas la société uniquement. L'anthropocène a la capacité de nous faire réfléchir à cela. Et alors, plus récemment, j'ai voulu, approfondir ces problèmes de l'objet représentation et de l'anthropocène. Et alors, j'ai fait un petit exercice. J'ai démonté les briquets. Voilà, j'ai pris un briquet, c'est toujours de la même marque, j'y arrive doucement. En plus, celui-ci est un briquet très particulier que j'ai utilisé ici aujourd'hui comme échantillon. Parce que c'est un briquet toujours de la même marque où on peut voir que c'est un briquet décoré avec les symboles des Rolling Stones, que moi j'apprécie particulièrement. Et surtout, c'est un briquet qui m'a été offert par un professeur de géologie qui s'appelle Francesco Parello de l'université de Palerme. Et il me l'a offert le jour de la présentation de mon bouquin en italien qui s'appelle justement Les briquets de l'Anthropocène. Alors moi, j'ai décidé aujourd'hui de démonter ces briquets en particulier. Et j'ai pris des informations. La première chose, c'est ça. On ne la voit pas très bien, mais c'est ce qu'on appelle la capuche de sécurité, qui est faite en acier tempéré au nickel. Donc, nickel, on pense à la métallurgie, on pense par exemple au désastre du Brésil, au désastre du Danube, à la ville de Norilsk. Le prix de cet objet-là est 0,0055 $, donc beaucoup moins qu'un centime. Puis, nous avons la roue à étincelle, ou molette. Elle est faite de Zamac. Qu'est-ce que c'est Zamac? Le Zamac est un alliage fait de zinc, aluminium, magnésium et cuivre. Et là encore, on est de plain-pied dans le parcours extractiviste de la société humaine. Donc, extraction, dévastation de sol, métallurgie, mais aussi mécanique de précision. Attention, parce que après il faut quand même les retravailler. Il faut faire les petits canaux là qui permettent d'avoir la prise, etc., etc. Son coût est de 0,0003 $. Et puis on a la jonction
autrement dit fourchette. Voilà, c'est là où on met le doigt pour faire sortir les gaz, qui est composé par une partie en aluminium et l'autre partie en polyoxyméthylène, qui est un polymère inventé par les Dupont. Et là, nous rentrons dans le merveilleux monde des hydrocarbures et de la pétrochimie. Vous voyez combien de choses on peut faire avec le pétrole. Et bon, là, les désastres, vous allez avoir la deuxième séance liée aux hydrocarbures. Les catalogues, malheureusement, est inépuisable. Hein. Pétrochimie, chimie, Deepwater Horizon, Kubata, voilà, bon, bref. Ah oui, les coûts, très importants. Là, on est vraiment dans l'économie. On est 0,00009 $, presque incalculable. Et puis, nous avons ce que nous appelons couramment la pierre. Alors là, elle est très petite, hein, c'est vraiment très très difficile de la montrer à la caméra. Et celle qui permet, en faisant contact avec la roue étincelle, de faire l'étincelle qui déclenche la flamme. Elle est faite de ferrocérium. Je vous avoue que je ne connaissais pas. Je découvre qu'il s'agit d'un alliage de fer avec plusieurs métaux rares comme le cérium, le lantane, les néodymes et les praséodymes. Voilà, ce sont de la famille de lantanides. Donc, si quelqu'un a des connaissances en chimie, c'est des bienvenus. En tout cas, voilà, c'est un alliage et son coût est de 0,00315 $. Et puis nous avons les tiges. Les tiges qui est fait toujours en zamac. Voilà. C'est là où le gaz passe et à l'intérieur il y a une toute petite valve en gomme synthétique que je vous avoue, je n'ai pas été capable de démonter. Donc on a toujours les zamacs, donc encore les merveilles de la métallurgie, plus la gomme. Donc on est encore dans les caoutchoucs et sur les gommes raffinées, matériaux plastiques. Voilà, les prix est 0,00015. Puis on a la valve, les ressorts. Par exemple, les ressorts, c'est ça. Vous voyez, ce sont les molettes qui gèrent les gaz. Voilà. Et on fait un alliage d'acier, 0,00025. Nous avons quelque chose que malheureusement on ne peut pas démonter parce qu'il se trouve à l'intérieur du corps, c'est la valve, qui est fait d'un aluminium qui est retravaillé par voie électrolytique. Son coût est de 0,00019 centimes. Et puis on a les corps même, qui est la partie la plus grande. Et là, on est toujours dans du polyoxyméthylène travaillé, c'est les Delrin, qui est l'une des merveilles de la chimie industrielle. C'est toujours lui. Les Delrin, c'est le nom commercial du polyoxyméthylène. Les coûts est de 0,0002 plastoc, qui après se dégrade et qui forme les petites particules, parce que c'est une dégradation très lente. Frites, voilà. Et donc, au bout d'un moment, toutes ces molécules de plastique vont se disperser dans l'environnement. Et puis, il y a les derniers éléments, il n'est plus là, mais il est encore là, c'est des combustibles. C'est de l'isobutane, que pour les amis, ça s'appelle le 2-méthylpropane, qui est un hydrocarbure qui se trouve sous forme gazeuse et qui est obtenu soit à travers la fraction du pétrole, soit par un procédé qui a le merveilleux nom de isomérisation catalytique acide du butane, qui est très inflammable, et c'est pour ça qu'il est très efficace pour créer de manière efficace une flamme. Bon, alors, la question que je me demande est simple. Combien de catastrophes, combien de désastres, combien d'intoxications, d'empoisonnements, d'écocides, des sacrifices environnementaux sont directement liés à cet objet. Nous, on en avait déjà recensé pas mal. Combien de briquets nous avons produits en tout, pas chaque année, en tout en sachant qu'on a commencé à produire des briquets jetables à partir de 1973. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas très bon en maths, mais c'est déjà 51 ans, plus ou moins, ouais. Donc 50 ans, des briquets jetables en plastique, isobutane, différents alliages, etc., etc. Donc, peut-être, je me suis dit à ce moment-là que j'avais fait une erreur. L'erreur, c'était de considérer ça comme
un objet fétiche, un symbole, une représentation, comme vous voulez, une métaphore, voilà, quelque chose qui nous permet une synecdoque, voilà, une partie pour le tout. C'est quand on dit par exemple une voile pour indiquer un bateau ou on voit une main et on suppose les corps. Non. Là, il faut faire une sorte de tournant un peu matérialiste, matériel, quoi. Bon, ça c'est l'anthropocène. Ça c'est pas l'objet qui me fait penser l'anthropocène. Ça c'est l'anthropocène. Il est là, il est ici, il est devant nos yeux. Nous pouvons les toucher, nous pouvons les faire fonctionner jusqu'à quand il y aura du combustible. Nous pouvons suivre son destin dès sa naissance, dès sa composition, jusqu'à sa fin, qui sait, peut-être dans l'océan Pacifique ou recycler, si on veut être optimiste. Il faut être optimiste, hein, il faut pas... Donc nous avons transformé la connaissance que nous avons acquise de la nature, la capacité d'allumer un fait, pour améliorer considérablement notre condition, à son contraire exact, la nocivité, l'exploitation. Parce que derrière cette simplicité apparente, il y a la chimie, il y a la pétrochimie, il y a la métallurgie, il y a la mécanique, il y a la production en série, il y a l'aliénation du travail, il y a l'exploitation de l'homme sur l'homme et de l'homme sur la nature, il y a les profits, il y a un colossal gaspillage des ressources que nous allons perdre pour toujours. Il y a un monde absolument interconnecté. Aujourd'hui, on a parlé d'hyperlieu. Ça, c'est aussi, ça je pourrais dire un hyperobjet presque. Un monde qui échange des produits à une vitesse inouïe, en consommant des énergies, des gigantesques quantités d'énergie. On a vu aujourd'hui aussi la question de la climatisation sur les cours de Michel Dussault, que nous ne retrouverons plus. Bon, moi, j'aime bien penser, à titre personnel, certainement à l'anthropocène comme l'âge des briquets jetables. L'âge dans lequel la raison a été pervertie et dans laquelle l'amélioration de la condition humaine, de but ultime, est devenue une excuse pour nous imposer, au final, un modèle axé sur un profit. L'âge l'anthropocène est peut-être l'âge où nous avons réussi à transformer les progrès de l'amélioration de la condition humaine en régression, en empirement de la condition humaine, pour la plupart des cas. Parce que, effectivement, c'est bien. Je défie tout le monde à nier que la domestication de la flamme n'ait pas été une réelle et indéniable amélioration. Les problèmes concernent les usages qu'on en a fait, les modalités, et surtout le fait qu'on a soumis cet acte d'émancipation à d'autres logiques. Vendre un produit. Donc, je me demande à ce point, comme il me reste un peu moins de 3 minutes, s'il existe vraiment une conclusion à un cours qui s'appelle « Anthropocène, âge du désastre ». Il y a plusieurs, il y en a probablement plusieurs. Hein. Sans doute, une chose est claire, la société industrielle est une société des catastrophes. Par sa phénoménologie, c'est-à-dire par tous ces indénombrables événements dont nous avons parlé. Mais la société industrielle est une société des catastrophes aussi par son ontologie même. C'est elle-même la catastrophe, peut-être. Et c'est ça, et nous l'avons accepté comme une sorte de normalité. Ça fait partie il nous est même difficile, peut-être, imaginer, même pour moi, imaginer un autre destin. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'accidents, de tragédies, pour saisir les destins néfastes de toute une société qui, au final, a fait de la destruction sa marque principale. Ce qui restera de notre monde dans les millénaires à venir, ce sera la destruction. Ce seront probablement les atomes de Tchernobyl. Hein. Ce ne sera pas malheureusement une symphonie de Mozart, hein, peut-être. La pollution et toutes les altérations que nous avons causées, que nous continuons à causer. Déjà, la pollution, l'intoxication et les changements climatiques sont eux-mêmes suffisants pour se saisir de cette idée des catastrophes. Alors, donc, rupture ou continuité, une continuité perverse et un petit peu suicidaire. C'est quoi les désastres? Et qu'est-ce que c'est la catastrophe industrielle? C'est la rupture ou c'est la continuité? Bon, nous avons opté plutôt pour une idée des continuités, mais le paradoxe, c'est que les deux options coexistent.
les catastrophes industrielles, qu'elles soient silencieuses ou bruyantes, explosives, entre guillemets, constituent tant une rupture qu'une continuité. Tchernobyl a provoqué des ruptures, on l'a vu. Et au-delà de tout jugement historique, a contribué par exemple à la fin d'une expérience, mais en même temps, il ne nous a pas conduit à la fin du nucléaire. Et alors, on voit comment parfois, pour réfléchir en termes d'esthétique, en termes d'imaginaire, il y a des décalages. Ça, c'est très important et je vais les répéter vraiment en toute conclusion. Il y a des événements qui ont un grand imaginaire, qui produisent énormément de récits, mais qui sont moins graves en termes de conséquences matérielles et vice-versa. L'exemple en ce sens, c'était par exemple le naufrage du Titanic et celui du Wilhelm Gustloff dont j'avais parlé pendant la première séance. Je pourrais continuer, je pourrais revenir à Seveso, à Bhopal, mais il faut penser à toutes les catastrophes silencieuses, à cette idée des sacrifices environnementaux auxquels nous serons tous tôt ou tard confrontés. Et alors, voilà, il faut penser aussi à toutes ces catastrophes qui n'ont jamais produit un imaginaire, qui sont passées un peu dans l'oubli, celles du passé, du présent, celles qui malheureusement viendront. Juste pour, voilà, nous rappeler qui sommes-nous, d'où nous venons, pour essayer de comprendre aussi où nous allons et où nous voulons aller. Et moi, sur ces paroles, voilà, je vous remercie et je vous invite à retrouver toutes les séances et les autres cours publics sur notre chaîne YouTube. Merci.